Je viens de lancer un timer de 12 heures et on part sur 12 heures de podcast, 12 heures de discussion. La question c'est juste, est-ce que je vais tenir? Et est-ce que je vais tenir sans sortir de dinguerie? C'est peu probable. Du coup, la question ça devient, quand est-ce que je vais commencer à sortir des dingueries? Je sais pas, moi je parierais genre, au bout de, je pense, 3 heures, mon cerveau va avoir épuisé tous les sujets normaux et tous les sujets sympathiques. Et on va partir sur des dingueries, sur des trucs... En fait, je sais pas comment je vais déraper, mais je pressens un peu que je vais déraper. Et la question, c'est est-ce que ça va tenir, putain? Parce que là, mon téléphone est à plein de batterie, c'est bon. Et limite, je pourrais le brancher en même temps. Donc ça va. La question, c'est est-ce que mon PC va tenir? J'y crois peu, parce que là, on voit la qualité de la cam. C'est un PC de la Première Guerre mondiale, à peu près. C'est-à-dire que je pense que dans les tranchées, ils avaient ça. Pourquoi utiliser ce PC et pas une vraie caméra? Bah parce qu'il n'y a pas de budget, en fait. Voilà, c'est la raison principale. Et parce que c'est le seul truc que je peux brancher sur secteur. C'est-à-dire que j'ai une magnifique téléphone, deuxième téléphone, qui a une magnifique caméra et tout, mais j'ai pété le port de charge. Enfin, en fait, en réparant le port de charge qui était pété, je l'ai un peu repété. Bref, c'est pas intéressant, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi? Pourquoi quelqu'un irait regarder un podcast ou écouter un podcast de 12 heures? Bah déjà parce que j'ai la voix pour faire de l'ASMR. Je... S'il y a des gens qui sont là-dedans, tant mieux. Et aussi parce qu'en fait, ça montre vraiment une certaine forme d'obstination. Et je vous viens de voir une blatte sur mon mur. J'avais prévu des imprévus, hein. Mais l'invasion d'insectes, je l'avais pas prévu. La question c'est est-ce que je la laisse comme ça se balader dans ma chambre tranquillement pendant 12 heures? Potentiellement. Jusqu'à ce que potentiellement elle arrive sur moi et que ça fasse une scène d'horreur? Ou est-ce que je la vire maintenant? Très bonne question. Très très bonne question. Je pense que je la vire maintenant. Il y a aussi un problème logistique. Enfin, en fait, il y a deux problèmes logistiques avec ce podcast de 12 heures. À savoir, numéro un, faut brancher dans la vie. Oui, bah du coup j'ai décidé que non, fallait pas manger dans la vie et que voilà, problème réglé. Donc ça dégage. Et faut aller aux toilettes. Alors ça je peux rien y faire. Voilà, je peux pas ne pas boire, sinon je vais mourir, sinon il y aura plus de sodium dans mes putains de neurones et je pourrai plus parler. Ce sera pas ouf, et sinon ma gorge sera ultra sèche et tout. Donc je vais aller aux toilettes, hein. Ça fait des pauses de 5 minutes, c'est déjà pas mal. Et j'ai poussé le vide, je me suis dit, est-ce que vraiment je peux garder mon micro finalement quand je vais aux toilettes? C'est possible. On verra. On verra ce que j'ai choisi. La blatte a disparu, c'est très étrange. Elle a dû se cacher quelque part. C'est pas grave. On va la laisser vivre pour l'instant. Non pas que je compte la tuer, je compte juste la foutre par la fenêtre. Ce qui revient probablement à la tuer. Anyway, de quoi parler? De toute façon, il y a 12 heures. Donc en fait, je peux parler d'à peu près tout. Et quand je dis d'à peu près tout, c'est-à-dire d'à peu près tout en même temps. C'est-à-dire que là, si je veux te faire un cours d'astrophysique, bah je peux. Il y a le temps. Voilà. Et encore, il y a des cours d'astrophysique qui durent plus de 12 heures. Mais avec mon niveau d'astrophysique, je peux que faire genre 3, 4, 5, 6 heures peut-être en astrophysique. Si tu veux te faire un cours d'économie comparée, pourquoi pas? De droit comparé, si je veux, mais c'est probablement pas très intéressant. Donc on va probablement parler de sujets plus intéressants, notamment des sujets plus reliés au fait de faire un podcast de 12 heures. Et ouais, t'as capté. Parce que, par exemple, j'ai découvert il y a pas longtemps que tu voyais les limites d'un système en mettant une pression intense. Alors oui, ça peut paraître un peu abstrait et un peu un truc de connard d'ingénieur de dire ça, mais déjà, un, je fais du droit, donc pas ingénieur. Deux, ça s'applique en fait à peu près partout. C'est-à-dire que, par exemple, pour être sûr que tu fais un mouvement efficace à la boxe, le meilleur moyen, c'est de le faire 10 000 fois d'affilée. 10 000, j'abuse peut-être, mais de le faire genre beaucoup de fois d'affilée, et tu te rends compte de où est-ce que musculairement ça va pas. Tu te rends compte de où est-ce que tu vas crever. Et donc en fait, c'est vraiment l'intensité qui te permet de voir genre à quel endroit précis ça va casser et à quel endroit précis c'est pas efficace. Et donc les beaux mouvements, en fait, c'est des mouvements que tu pourrais faire 40 milliards de fois. C'est des mouvements efficaces. C'est pour ça que quand tu vois un sportif faire du sport, bah c'est beau. Quand tu vois un danseur danser, bah c'est beau. C'est parce qu'il n'y a pas de geste parasite. C'est genre le mouvement le plus efficace pour faire ce qu'il doit faire. Et bah là, c'est à peu près pareil avec le podcast, hein. On voit les limites d'un système avec l'intensité. Autre question que j'ai pas posée, mais je sais qu'il faut se la poser. La voix. 12 heures, parler 12 heures, un humain n'est pas fait pour parler 12 heures d'affilée. Tout seul. Et la santé mentale aussi, c'est vrai que c'est une question. Bah, une fois, ça devrait passer. Un humain n'est pas fait pour parler 12 heures d'affilée. La question, c'est donc, est-ce que ma voix va survivre? Surtout que je suis en plein milieu d'un jeûne, donc pas le droit de manger. Donc, le miel, pour tricher,
Et là, c'est non. Pas le droit. C'est terrible. Voilà, c'est tragique. Donc, pour l'instant, ma strat, c'est de parler doucement. À la base, c'était de parler lentement, mais on n'y est plus. Ça vire déjà, ça. Et de boire beaucoup. De boire beaucoup d'eau. Éventuellement, de manger du sel. Parce que, jeune, t'as capté, si j'ai pas de sodium dans mes neurones, je vais juste mourir. Le truc qui serait terrible, et ce serait vraiment terrible, c'est qu'on m'entende boire à la caméra. Parce que j'ai pas envie d'éditer ce son sur 12 heures. En fait, j'ai pas envie de faire de montage du tout sur 12 heures. C'est pas le projet. Donc, encore une fois, si je sors une dinguerie, si je bégaye, si je parle en anglais au lieu de parler en français ou en italien au lieu de parler en anglais, si il n'y a pas d'autre si en fait, et bah ça reste dans le podcast. Donc à tout moment t'écoutes et là je pars en couille. Si tu veux augmenter tes chances, avance un peu dans le podcast. Genre va vers 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et la chose qui est bonne, c'est que si je foire, je vais basquer ça, d'accord? C'est-à-dire que je vais mettre un fond noir du moment où j'ai foiré jusqu'aux 12 heures pour que tu crois qu'il y ait 12 heures. Ok? Comme ça, personne ne sait. Il reste un suspense de est-ce que je vais foirer? Et le pire, c'est que si je foire, c'est peut-être pas forcément de ma faute. Genre, par exemple, là, je vais regarder si mon téléphone recorde bien. Parce que s'il recorde pas, et ben c'est tragique. Et ben c'est bon, il recorde bien. Parfait. Et il y a plein de trucs comme ça qui peuvent foirer. L'intensité, ça montre les limites d'un système. Plus, ça montre une certaine obstination. C'est-à-dire que, bon, euh, comment être gentil? Non, je suis assez ambitieux, d'accord? Donc, moi, vouloir devenir meilleur podcasteur de France, pour l'instant. Et après, ce sera du monde. Mais pour l'instant, c'est de France. Et j'ai regardé la concurrence, hein. Ça va. Je- En fait, c'est-à-dire qu'avant, je faisais du violon. Genre là, derrière, il y a un violon. J'ai regardé les meilleurs. À un moment, je voulais devenir genre soliste, comme absolument tout le monde, qui joue d'un instrument. T'es en mode, ah oui, je vais être à l'avant de la scène en train de jouer des dingueries. J'ai regardé la concurrence. J'ai vu que j'étais dans la merde. Mais vraiment dans la merde, genre en fait, si je voulais le faire, c'était minimum 12 heures par jour. Et tu peux pas faire 12 heures par jour de violon. Physiquement, tu peux pas. Enfin, c'est. Au bout d'un moment, ton cerveau, ton corps, enfin bref, tu peux pas. Et donc, je suis en mode, ah, fais chier un peu. Alors que j'ai regardé la concurrence dans les podcasts. Et déjà, je veux plus devenir podcasteur que je veux devenir violoniste. Et franchement, ça va, hein. Enfin, c'est probablement parce que c'est un domaine assez récent. C'est-à-dire que finalement, est-ce que ça existait avant les années 2000? Pas vraiment. Est-ce que c'était ultra niche dans les années 2000? Probablement. Est-ce que ça a été mainstream quand? Avec le Covid, probablement. Donc, c'est assez nouveau. Donc, il n'y a personne qui s'est dit, je vais en faire 12 heures par jour. Je vais être un idiot. Je vais m'entraîner à ne faire que ça. Et là, je viens te dire, hmm. Sauf que si j'ai un tic de langage, pendant 12 heures, ça va être insupportable. Déjà, pendant 1 heure, c'est insupportable. Là, sur le podcast précédent, qu'est-ce que je dis? Je dis, ok, insupportable. Bref, donc si j'ai un tic de langage, il faut le... Bah, je sais pas comment le dire en français, autre que mettre un coup de poing. Il faut l'éliminer assez rapidement. Sauf qu'il faut que je m'en rende compte assez rapidement. Et ça, c'est un problème. Et je revois la putain de blatte. C'est pas grave. Donc je disais, j'ai déjà perdu le fil de la conversation, c'est incroyable. Du fait que c'est un domaine plutôt récent, il n'y a pas beaucoup de concurrence. En fait, en termes de... Il y a de la concurrence en termes de, genre, quantité. Il y a infiniment beaucoup de podcasts. Mais déjà, la plupart s'arrêtent avant 3 épisodes. Et quand je dis la plupart, c'est 90%. Voilà, voilà, donc je suis dans le top 10% des podcasts alors que j'ai même pas essayé. C'est sympa. C'est tout à fait sympa. Donc en fait, la concurrence est tranquille, tu vois. La concurrence est vraiment chill. Et sur les 10% qui restent là, 90% arrêtent avant l'épisode 21. Je compte atteindre l'épisode 21 ce mois-ci. Voilà, voilà. Donc, ça va, finalement. C'est... En fait, il y a de la concurrence en termes de quantité, mais pas vraiment. Et surtout, comment le dire gentiment? La plupart des gens sont pas podcasteurs, genre c'est pas leur métier principal. Je peux penser à 3 podcasteurs qui font que ça de leur vie. Genre Lex Friedman, putain, il est trop fort. C'est un américain, il interviewe genre là, il va faire une interview avec Zelensky. Qu'est-ce que je peux concurrencer ça? Plus tard, je pourrais. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a choisi France et pas bon, pour l'instant. Donc, en fait, ça va. La concurrence est ok. Surtout que
les mecs ne s'entraînent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des tics de langage. Mais bah non. Il y en a qui bégayent quand ils formulent leurs questions. Alors peut-être que c'est une méta et j'ai pas capté et en fait ça permet d'être plus humain aux yeux du public et donc au final à la fin ça augmente la rétention et la relatability, à quel point les gens peuvent s'associer à toi, s'identifier à toi. Peut-être. J'y crois peu. Je crois juste que c'est insupportable et que c'est de la flemme ou des mecs qui écoutent pas leur podcast et qui les donnent à leur monteur en mode tiens, cadeau. Mais il y en a quelques-uns qui sont très bons. Genre ils ont une éloquence, mais putain, ça va être dur à concurrencer. Et là, c'est marrant. Parce qu'en fait, gagner parce que la concurrence pue la merde, c'est pas marrant du tout. C'est vraiment, tu t'améliores pas, c'est juste nul. Genre, gagner parce que l'autre est pas ouf, c'est tragique. Par exemple, je fais des duels d'échecs régulièrement avec un pote. Duel d'échecs, ça veut dire que même si on habite dans des villes différentes et qu'on fait des études différentes et qu'on est des gens très différents, on se retrouve tous les 6 mois et on se casse la gueule aux échecs. Pas à la boxe échecs, que aux échecs. Quoique la boxe échecs, ça pourrait être marrant. Non, ça pourrait pas être marrant, il est 10 fois meilleur que moi en boxe. On va rester sur les échecs. Donc, on se voit comme ça et on fait des BO3 et on voit qui a gagné, quoi. On voit qui est le meilleur. Et après, on a 6 mois pour progresser et on repart. Bon bah, une fois j'ai gagné alors qu'il était beaucoup plus haut en élo que moi. J'ai gagné parce qu'il a été mauvais. Et j'étais pas content. Genre, enfin, j'étais un peu content pour mon ego, tu vois, d'avoir gagné. Mais j'étais pas content. Du tout. Parce que j'avais pas vraiment gagné. C'est lui qui avait perdu. Oui, c'est une phrase enculée de dire ça. Je me rends bien compte quand je le dis. Mais j'avais pas vraiment gagné, c'est lui qui avait perdu. Ce qui est tragique en fait, parce que bah, c'est pas moi qui ai gagné, c'est pas personnel, j'ai pas de fierté à avoir. Et lui, il peut que se sentir mal d'avoir sous-performé, d'avoir fait une contre-performance. Donc, gagner, c'est pas la même chose que l'autre qui perd. Et gagner sans concurrence, c'est la phrase de cliché du CID. D'ailleurs, j'ai le CID dans ma bibliothèque. Genre, je l'ai acheté avant-hier. Pas avant-hier, il y a une semaine. Je l'ai acheté il y a une semaine. Ouais, ma vision du temps est un peu décalée ces temps-ci, on se demande pourquoi. Et dans laquelle, bah, évidemment, la phrase ultra connue, à vaincre sans triomphe, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'ai failli ne pas l'avoir, ce qui aurait été tragique. Et c'est ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans concurrence, on triomphe sans gloire. Et donc, Dieu merci, il y a des mecs qui sont chauds. Il y a des mecs, ils font aucune faute d'éloquence. Ils ont un storytelling de bâtard. Ils ont des émotions dans la voix, ils ont tout. Ils ont des guests de fou, des invités de fou. On va essayer de franciser un peu quand même. Et ça, c'est ce qui fait que genre c'est beau, c'est ce qui fait que ça devient intéressant, c'est ce qui fait que c'est pas ennuyeux. Et la blague se rapproche de moi. En vrai, si elle vient vers moi, c'est plus une dinguerie parce que j'ai un peu la flemme. En fait, oui, là il y a trois intrigues sur ce podcast. Il y a est-ce que je vais dire une dinguerie? Est-ce que je vais réussir à atteindre les 12 heures? Et est-ce que cette putain de blague va me laisser tranquille? On va régler la troisième intrigue tout de suite, de manière assez efficace. On va mettre un petit papier. Et pourquoi tu ne veux pas monter sur le papier? Bâtard. Vas-y. Ok. Hop là. Magnifique blatte. On la voit pas. Si, on l'a. Magnifique fenêtre. Et oui, c'est un magnifique poster. Voilà. Acheté au Japon. Est-ce que c'est un flex? C'est purement du flex. Rien d'autre que du flex. De toute façon, est-ce que ce podcast est quelque chose d'autre que du flex? Je crois pas, non. Non, je crois pas, non. Si, c'est quand même un entraînement. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des conversations de 3 heures. J'ai déjà fait des conversations de 4 heures. C'est faut une certaine stamina. Surtout que c'était des conversations avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, j'ai dû parler genre 40 minutes au total, parce que t'as capté, je parle pas la majorité du temps. Je pose des questions. C'est le but. Donc,
ça va. Mais il faut quand même une stamina. C'est-à-dire que dans la voix, à la fin, tu sens que genre, tu as utilisé ta voix, tu sens que tu as utilisé tes neurones dans une conversation, et donc, faut s'entraîner. Faut s'entraîner pour plus de stamina. C'est littéralement un entraînement au sac de frappe. Et pourquoi le publier? Parce que si ça intéresse les gens, tant mieux. Et si ça intéresse personne, c'est pas grave. De toute façon, personne ne verra si ça intéresse. Ça aussi, c'est un truc. On n'en parle jamais assez, mais si tu foires lamentablement, généralement, c'est pas la honte qui arrive, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, bon, alors pour certaines personnes, c'est pire que la honte. Mais en fait, c'est pas mal. Parce que du coup, personne ne voit que t'as foiré, hein. C'est-à-dire que si un podcast est nul à chier et personne l'écoute, et il a 3 écoutes, et ben il y a 3 personnes qui savent que t'as pué la merde. Ça va, hein. Franchement, tranquille. Et à l'inverse, si un podcast est trop bien, et bah il y a plein de personnes qui savent que le podcast est trop bien. Et ça, c'est quand même un banger. Je veux dire, genre, merci Dieu d'avoir fait un truc qui fonctionne comme ça. Ça aurait pu être l'inverse, c'est que tout le monde sache que t'as foiré et personne sache que t'as réussi. Mais non, c'est l'inverse. Donc, tant mieux. Voilà, donc prenez des risques. Franchement, prends des risques. C'est tranquille, c'est chill. De toute façon, la plupart des risques, genre, je m'en suis rendu compte parce qu'avant, j'avais le lifestyle d'un vieux en fait. Voilà, faut le dire clairement. Je prenais 0 risque. J'étais dans mon lit. Et putain, ça aussi. Ça, je l'avais pas prévu non plus. Si je tousse, si j'éternue, si j'ai le nez bouché, ça fera une micro-pause de 5 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, j'avais le lifestyle d'un vieux. C'est-à-dire que je restais au lit, je regardais des vidéos YouTube. Les vieux ne regardent pas de vidéos YouTube. Mais t'as capté, eux ils regardent la télé. C'est à peu près pareil. Oh, le nombre de gens qui vont m'éclater parce que j'ai dit que YouTube c'était à peu près pareil que la télé. Ouais, c'est pas grave. Je restais au lit, je regardais YouTube et j'allais en cours de temps en temps. Et en vacances, j'allais pas en cours. Et je mangeais avec mes parents. Voilà, voilà. Mais c'est pas ouf comme lifestyle. Et j'ai tenu ça pendant genre 3 4 ans, 3 ans, 3 ans. Mhm. C'est vraiment le niveau de prise de risque minimal. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. C'est parti en couille. C'est vraiment parti en couille. Je commençais à prendre plein de risques. Avec une seule limite qui est la prison ou la mort. C'est-à-dire que si, bah, si je meurs, en fait, enfin, s'il y a un risque substantiel de mourir, on va éviter. S'il y a un risque substantiel d'aller en prison, on va éviter aussi. Voilà, ce serait pas mal en fait de pas finir en prison ou mort en fait. J'aime bien ma liberté, tu vois. Et donc s'il n'y a pas ces risques-là, je dis oui. Ce qui en fait, tu te rends compte que la plupart des choses sont pas si risquées que ça. Que ce qu'on appelle un risque, ça va. Et que en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a une méthode. Alors je sais pas si elle est psychologiquement approuvée ou pas, mais elle fonctionne très bien. Quand t'as peur d'un truc, juste tu notes de quoi t'as peur. Mais tu notes avec des mots de quoi t'as peur. Et tu le dis à haute voix. Et tu te rends compte que c'est con. Que c'est vraiment une. Genre, juste de l'écrire, c'est une peur débile. Alors qu'à une certaine époque, c'est ma fameuse théorie de. Tu sais, quand les gens stressent pour un contrôle, ou pour des partiels. Parce que j'ai eu mes partiels il y a pas longtemps, évidemment, tout le monde était stressé, c'est grand mort. Tout le monde était stressé, c'est grand mort. Faut que j'articule aussi. Sinon, ça va être un problème. Et donc, tout le monde était stressé, c'est grand mort. Et est-ce que je vais boire en plein milieu de ma phrase pour laisser un suspense? Oui. Bref, tout le monde était stressé, c'est grand mort. Et en fait, le truc, c'est que. Le truc, c'est pas très joli. Mais moi, j'étais juste en mode, bah, c'est des partiels. Enfin, c'est-à-dire qu'au pire, tu foires. Ok. Donc, soit tu recommences ton année, soit tu fais pas d'études et tu deviens, je sais pas, serveur, manutentionnaire. Ok. À l'époque, genre tard l'époque, nos ancêtres, quand ils avaient peur, c'est parce qu'ils voyaient un truc bouger dans des fougères et que c'était probablement un putain de tigre à dents de sabre. Et les tigres à dents de sabre, ça a des dents de genre comme ça. Nous, on a peur d'une putain de feuille de papier sur lequel il y a de l'encre noire qui écrit un sujet. Ça me... Il y a des trucs qui me dépassent comme ça. Mais bref, c'est pour ça que écrire ses peurs, juste, ça marche. Ça fonctionne pour la plupart du temps de plus avoir peur. Alors parfois ça fonctionne pas, mais quand même c'est très rare. Par exemple, beaucoup de gens ont peur, et j'en fais partie, hein, de dire je t'aime à leurs parents. Eh, bah t'as juste à écrire. Ok, j'ai peur de quoi? Dire je t'aime à mes parents. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien. Ils vont pas te renier, et s'ils te renient, c'est pas grave. Donc, pourquoi ne pas le faire? Je sais pas, ça me... Voilà. Et il y a plein de peurs comme ça où t'es juste en mode, bah ouais, c'est con. C'est genre pas intelligent comme peur. C'est pas que c'est pas rationnel, parce que finalement,
Il y a des peurs rationnelles. C'est juste, c'est pas. Ça vaut pas le coup d'avoir peur. T'es en mode, bah oui, mais non. Genre, j'ai peur de parler devant des gens, qui est quand même l'une des peurs les plus répandues dans la population. J'avais cette peur aussi, hein. Je sortais d'un exposé en troisième, je tremblais. Genre, littéralement. Ça fait peur. L'ironie est belle. Euh, et il faut pas que je dise. Euh, Sinon, ça va être insupportable. Bref. Et faut pas que je dise trop bref non plus, parce que je sais que c'est un tic de langage que j'ai facilement. Je sortais d'un exposé, je tremblais. Bon, là, je fais un podcast de 12 heures. Je crois qu'on a passé un cap dans la peur de parler au public. Et j'ai fini devant un amphi de 400 personnes avec une robe d'avocat. Donc ça va, la peur du public, on l'a passé. Mais pourquoi, en fait, pourquoi on a cette peur du public? Alors, il y a des psychologistes évolutionnaires qui expliquent qu'ils sont en mode, oui, mais en fait, c'est parce que si tu te foires devant ton public, devant ta tribu, en fait, t'es exclu de ta tribu. Et si t'es exclu de ta tribu, bah tu meurs, parce que si t'es seul dans la nature, frérot, t'es mal barré. Peut-être que génétiquement, ça vient de là. Peut-être. Mais en tout cas, psychologiquement, ça n'a aucun putain de sens. Genre, le pire qui puisse se passer, c'est que tu tapes la honte. C'est pas grave, tout le monde aura oublié dans 2 semaines. Plus, alors oui, c'est un truc d'enculé de relativiser comme ça, hein. C'est comme, là j'ai des potes qui se sont fait quitter, quoi. Et t'es en mode, oui, mais je peux pas leur dire que c'est pas grave. Parce que c'est un truc d'enculé. Quand tu te fais quitter, le mec qui arrive et qui te dit, non mais tu sais, t'en retrouveras une autre, hein. T'as envie de le frapper directement en fait. Voilà, c'est un truc d'enculé de faire ça. Parce que quand t'es dans la situation, tu peux pas relativiser. Mais quand t'es à l'extérieur de la situation, c'est d'un coup beaucoup plus simple de j'arrive pas à prononcer ce mot. Relativiser. Mais il y a des moyens de relativiser, en fait, même quand tu es dans la situation. Par exemple, la boxe. Bah, ça fonctionne très bien. Se prendre un gros uppercut dans le foie, ce que j'ai jamais pris encore pour l'instant. Mais voilà, j'espère pas. Bref, se prendre une grosse droite. En fait, le lendemain, quand tu vas à un examen, d'un coup, t'es moins stressé. Quand tu dois faire une présentation orale, d'un coup, c'est bizarre. La honte, tu t'en fous un peu. C'est, en termes de comparaison de la douleur, te taper la honte, c'est pas grave. Ensuite, quand tu te rends compte que vraiment tout le monde oublie ce que les gens font. Genre, ok, c'est quand la dernière fois que tu t'es tapé la honte? Réponds à cette question, c'est pas une question rhétorique. C'est quand la dernière fois que tu t'es tapé la honte? Ok, c'est quand? Est-ce que tu peux te souvenir de quelqu'un qui s'est tapé la honte? Vraiment la honte. Dans la même période. Mais quelqu'un d'autre que toi. Ok? T'as dû faire plus d'efforts pour la personne extérieure que pour toi. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout de la vie des autres. Et ça, c'est beau. Et en même temps, c'est tragique. Mais c'est beau pour certains trucs, notamment la honte. Genre, je sais pas, premier cours de sport. On est obligé de faire du sport à la fac. Donc, je me retrouve dans un truc de renforcement musculaire. J'avais pas d'idée pour ça à la base, mais pourquoi pas, c'est marrant. Je suis en chaussettes, sur un parquet glissant. On fait des petits tours de terrain là pour s'échauffer. Évidemment, je me casse la gueule. Tout le monde rigole, je rigole, c'est marrant. Il y a aussi un truc avec la honte, c'est que c'est créé à plusieurs. C'est-à-dire que si t'as honte, des autres ont honte. Ça se voit avec. Bah, ça y est, le dérapage est arrivé. Et on est à 30 minutes dans le podcast. Et j'ai déjà dérapé, c'est fou ça. Mais c'est pas grave. Ça se voit totalement avec genre, quand t'achètes des capotes. C'est basique. Si t'es en mode, si t'essayes de le cacher, si t'as honte et tout, ça devient chelou. Genre tout devient chelou. Alors que si t'es juste en mode, bah ouais, c'est normal, enfin, faut que j'en achète un jour. Donc, et je vais pas tout le temps payer au distributeur, ça coûte une blinde cette merde. Et bah, tout le monde s'en fout. C'est incroyable. La honte, c'est un sentiment qui se crée à deux. C'est pareil pour les présentations, c'est pareil pour les exposés, c'est pareil pour demander le numéro d'une meuf, c'est pareil pour tout. Genre, c'est une dinguerie. Et c'est une dinguerie que personne l'apprenne en cours. C'est une dinguerie que tu dois te débrouiller tout seul pour l'apprendre. C'est tragique. C'est tragique. Et donc, oui, la honte est un sentiment qui se crée à deux, enfin à plusieurs en tout cas. Et donc, faut un peu que tu sois consentant pour avoir honte. Ce qui, généralement, en fait, je sais pas pourquoi on a honte instinctivement. Et pour le coup, en termes d'éducation, il y a des grosses inégalités là-dessus. Parce que c'est totalement une spirale vertueuse. C'est-à-dire que si t'es éduqué en mode la honte, ça n'existe pas, et t'as pas à être gêné de quoi que ce soit que tu fais, bah t'as pas honte. Donc tu te retrouves pas dans des situations gênantes
où tu crées de la honte à cause de toi, enfin, où tu te fous la honte. Donc la honte, ça n'existe pas. Parce que factuellement, tu la vois pas. Et à l'inverse, si tu es éduqué, je sais pas quel type d'éducation fait que tu peux avoir honte, mais bref, si tu es éduqué et que très tôt tu ressens de la honte, et ben les autres autour de toi ressentent de la honte. Et donc tu te retrouves dans des situations gênantes, et donc tu apprends que la honte, ça existe. Et c'est une spirale vertueuse. Plus t'as honte, plus t'as honte, plus t'as pas honte, plus t'as pas honte. C'est tragique. C'est tragique surtout que ça peut commencer sur des petits trucs. Par exemple, mon père, il dit toujours, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bon bah du coup, je suis quasiment jamais gêné. Depuis très petit. Genre s'il y a une situation, genre je me rends pas compte que la situation devrait être gênante. Genre, je fais un podcast dans un bar, la personne en face est en mode, bah c'est chelou, on est dans un bar, frérot. Il y a d'autres gens. Et moi, je sortais mon téléphone, mes micros, et j'étais en mode, ouais, si tu le dis, je suppose. Et je viens de me rendre compte que la cam est ultra sombre. C'est pas grave. Euh, Ce sera grave quand il fera nuit. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Il y a du soleil, j'ai très envie d'aller bronzer. C'est pas grave, non plus. On prendra la vitamine D. Sauf que je peux pas, je suis en train de jeûner. Nick. Et donc, oui, c'est une spirale. Il y a plein de choses comme ça qui sont des putains de spirales vertueuses. Et t'es en mode, ok. C'est pareil pour la confiance en soi. Qui, je suppose, est un peu lié à la honte. C'est-à-dire que plus t'as confiance en toi, moins t'as honte. Ou l'inverse. Moins t'as honte, plus t'as confiance en toi. Plutôt dans ce sens-là. Moins tu ressens la honte, plus t'as confiance en toi. Ouais, c'est probablement dans ce sens-là. Parce que la confiance en soi, c'est. Ah, c'est très bizarre parce que tu vois bien qu'il y a des gens qui l'ont et qui l'ont pas, quoi. C'est-à-dire que ça se voit. S'il y a un truc qui est marqué sur ta gueule, c'est bien à quel point tu as confiance en toi. C'est marqué sur ta démarche, c'est marqué sur tes vêtements, c'est marqué dans ta voix, c'est marqué sur ce que tu fais, c'est marqué sur plein de choses. Et ne pas avoir confiance en soi est un net négatif. C'est-à-dire que je vois pas d'intérêt, réfléchissons un peu. Non, je vois pas d'intérêt à ne pas avoir confiance en soi. C'est-à-dire que fondamentalement, pourquoi ça t'empêche de faire des trucs. À partir de là, c'est pas fou. Après, tu peux te dire, ça évite l'arrogance. Oui, mais je préfère être arrogant que ne pas avoir confiance en moi. Genre, je préfère avoir trop confiance en moi que pas assez. Parce que, au pire, tu te la pètes un peu. Ce qui te rend insupportable aux yeux des autres. Mais en fait, ne pas avoir confiance en soi, c'est pas que ça te rend insupportable aux yeux des autres, c'est que les autres te voient pas. Donc, c'est pas mieux non plus, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux être ignoré ou être détesté? Ah, je sais pas. Instinctivement, je dirais que j'aurais tendance à préférer être ignoré que détesté. Vraie question. Question pour plus tard. Faudrait que je la note. Faudrait que je note toutes les questions et que j'y réponde après. Mais après, l'avantage d'un podcast de 12 heures, c'est qu'il y a le temps. Il y a le temps d'aller dans les détails. Il y a le temps d'aller dans les hypothèses cachées. Genre là, j'ai le temps d'expliquer ce qu'est une hypothèse cachée. Une hypothèse cachée, par exemple, t'as un raisonnement. Ok, le raisonnement, il paraît clean et tout. Sauf que le raisonnement, il est basé sur quelque chose, tu vois, il est basé sur des éléments. Et ces éléments, ça s'appelle des hypothèses cachées parce que la plupart du temps, on les explicite pas. Et en fait, plein de débats sont irrésolubles. C'est-à-dire que tu peux débattre tant que tu veux, tant que tu te rends pas compte que bah, toi, tu as ces hypothèses cachées là, et lui, il a ces hypothèses cachées là, qui sont pas, genre, c'est pas les mêmes. Vous n'êtes pas d'accord sur plein de trucs, mais ça ne se. Genre, ça va pas aller naturellement dans le débat. Tant que tu t'en rends pas compte, bah, c'est niqué. Et le débat, il peut continuer, mais pendant 1000 ans. Genre, c'est la même chose avec. C'est plus ou moins la même chose avec enfin, quasiment tous les débats politiques. Quasiment tous les débats, en fait, peuvent se résumer au sens de la vie. C'est ce qu'avait dit Camus. Camus avait dit la seule question philosophique intéressante, c'est le suicide. Parce que, alors peut-être que je surinterprète Camus, mais la question intéressante du suicide, c'est en fait le sens de la vie. Pourquoi vivre? C'est la seule question. Et en fait, tous les débats, tous les débats peuvent se résumer à ça. Par exemple, le débat sur ce que je te dis sur est-ce qu'il vaut mieux être arrogant ou avoir trop confiance en soi ou pas assez. Bah, ça se résume au sens de la vie. Si tu penses que le sens de la vie, c'est juste de vivre ta petite vie pédard et de faire chier personne, bah, peut-être que tu penses qu'il faut pas avoir confiance en soi. Si tu penses que le sens de la vie, c'est de faire des grandes choses et euh, d'avoir un impact significatif sur le monde, tu penses probablement qu'il faut avoir plus confiance en soi. Et ça, c'est une hypothèse cachée, tu vois. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, qui peuvent ne pas être d'accord sur ce sujet, sans jamais se rendre compte de pourquoi ils sont pas d'accord sur le sujet. Bref, je vois toujours pas d'intérêt à ne pas avoir assez confiance en soi. Si, non, non, j'en vois pas, clairement pas. Est-ce que c'est un truc de Omar? Est-ce que je vais faire une référence à Jordan Peterson à 40 minutes dans le podcast? 30 minutes dans le podcast. Peut-être, c'est pas grave.
Donc bref, en gros, système de hiérarchie chez les homards. Oui, je vais t'expliquer le système hiérarchique chez les homards. Oui, t'avais pas signé pour ça, moi non plus. En gros, les homards, ils ont à peu près le même système sérotoninergique que nous. La sérotonine, c'est ce qui te donne plus ou moins ta confiance en toi et ton niveau de bonheur. À peu près, je simplifie, c'est des hormones. Les hormones, c'est compliqué, d'accord? Je suis pas endocrinologue. Pardon. S'il y a un endocrinologue qui regarde le podcast, frérot, il y a mon mail quelque part. Envoie un mail, faut qu'on parle. Pendant longtemps. Pas 12 heures, mais pendant longtemps. Bref, ils ont le même système que nous. C'est pour ça qu'on regarde le comportement des homards et on se dit, ah, peut-être que c'est à peu près la même chose qui se passe chez les humains. Les homards, de temps en temps, se battent. Mais ils se battent pas littéralement. Ils font des. Ils bombent le torse, on va dire. Donc en gros, t'as deux homards, ils se battent pour la même chose. Par exemple, de la nourriture, par exemple, un abri. Ils sont en conflit. Comment ils font? Bon, déjà, ils peuvent s'envoyer des signaux, et ça c'est très stylé. C'est des sortes de jets, ils se crachent à la gueule, littéralement. Mais dans leur crachat, c'est pas vraiment un crachat vu qu'ils sont dans l'eau, t'as capté, mais bref, ils envoient une substance dans laquelle il y a avec laquelle ils peuvent plus ou moins déduire les informations globales de l'autre. Genre sa taille, son poids, et ce genre de choses. Si on voit bien qu'il y a une différence, il y en a un qui se barre, et l'autre qui prend ce qu'il devait prendre. Après, si là, bah, il y en a aucun qui se barre, ils flexent, littéralement. Genre, je sais, en gros, ils se mettent dans une position qui les rend grands, imposants et tout. Ils flexent leur corps mort. Si, pareil, nouveau test, là, si personne ne se barre, là, ils se cassent la gueule. Voilà. Ils essayent de s'arracher les pinces et tout. Bref. Mais le truc à retenir, c'est que quand un mec perd, ses niveaux de sérotonine baissent et il a moins confiance en lui. Genre, littéralement, bon, la confiance en soi d'un homard, faut en parler. Mais, littéralement, il a moins confiance en lui. C'est une dinguerie. Et quand un mec gagne, il a plus confiance en lui. Et donc peut-être que l'absence de confiance en soi est un mécanisme autorégulant. Alors oui, ça donne pas d'avantage au homard, donc peut-être à la personne qui n'a pas confiance en elle, mais ça donne un avantage global à la société qui est que tu as une hiérarchie qui s'impose d'elle-même. Sauf que vu qu'on n'est plus dans une ère, vu que c'est un système évolué de tard l'époque, et qu'on n'est plus vraiment dans la même époque, à savoir que bah maintenant on a des putains de villes et on a des putains d'immeubles en fait, et des voitures, et des satellites, et on est allé sur la Lune, ça marche moins bien. C'est-à-dire que quand est-ce que tu as des confrontations à contrat avec des gens? Rarement. Donc la confiance en soi est surtout éducationnelle, et surtout liée à des petits trucs à la con. Donc en fait ça marche pas du tout, ma théorie. C'est dommage. Mais j'ai pu t'expliquer le système de hiérarchie chez Léomar. Ça n'a pas de prix. Et je commence déjà à, genre, un peu fatigué, tu vois. Pas fatigué, mais je commence déjà à sentir que c'est dur. On est à 30 minutes dans le podcast. Ça va être long. Et mes collègues vont penser que je suis fou. Bon, ils le pensent déjà, je pense. Mais est-ce qu'ils le pensent déjà? Oui, si, ils le pensent. Pas, il y en a un qui me l'a dit. Pas que je suis fou, mais que je suis bizarre. En même temps, c'est pas faux, hein. C'est... Si tu regardes factuellement ma vie et la vie des autres, je sais pas quand est-ce qu'il y a eu, mais à un moment, il y a eu un embranchement. Bref, du coup, la confiance en soi. Parce que je connais plein de gens qui n'ont pas confiance en eux. Et c'est tragique. C'est tragique parce que, pareil, c'est une prophétie autoréalisatrice. T'as pas confiance en toi, donc tu vas pas parler à d'autres gens, donc tu reçois pas de compliments, donc t'as toujours pas confiance en toi. Alors qu'à l'inverse, avoir confiance en soi, c'est une prophétie autorisatrice aussi. J'ai giga confiance en moi, giga peut-être pas, mais j'ai assez confiance en moi, tu vois. Genre depuis l'époque du tremblement à l'exposé, on a avancé, et bah, je reçois des compliments. Je m'habille, j'ai une meilleure posture. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas vu venir. La confiance en soi, c'est corrélé avec la posture, et c'est corrélé avec l'humeur aussi. Bah, c'est-à-dire que si genre, littéralement, si t'es renfermé, t'as moins de sérotonine, t'es moins heureux. Et t'as moins confiance en toi. C'est tragique. C'est tragique, ce genre de trucs genre, qui s'auto-renforcent. Et il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup de trucs comme ça qui sont juste soit une spirale montante, soit une spirale descendante. Et c'est grave parce que une fois que t'es dedans, si tu te rends pas compte que t'es dedans, t'es niqué. C'est comme l'obésité, enfin le surpoids en général. Et le fait d'être sportif. Plus t'es sportif, plus c'est facile de ne pas prendre de poids. Plus t'es en surpoids, plus c'est difficile de perdre du poids.
Et il y a 1 milliard de mécanismes qui font que ça l'est. C'est tragique. Bref, la confiance en soi, j'aurais tendance à dire comment passer de l'un à l'autre, comment je suis passé de l'un à l'autre, en tout cas. Je sais pas si c'est la méthode universelle, mais en gros, genre, je vois vraiment la confiance en toi comme la confiance, exactement la même relation que tu aurais avec la confiance que tu accordes à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que globalement, si tu respectes les promesses, si tu fais des choses difficiles, si tu es là même quand c'est dur, bah, j'ai confiance en toi. Si tu es quelqu'un d'autre, je veux dire, genre, mes potes, je leur fais confiance parce que bah, ils tiennent leurs promesses. Ils sont là quand c'est dur, tu vois. Genre, même quand c'est dur, ils sont là. Et ils sont solides. Et ils font des trucs durs. C'est la même chose avec moi. Genre, je tiens mes promesses, la plupart du temps. Quand je me promets un truc à moi-même, je le fais. Et pareil, ça aussi, putain, ça aussi, c'est un cercle vertueux. Genre, plus tu tiens tes promesses, plus c'est facile de tenir tes promesses à toi-même. Parce que tu renforces certaines zones dans ton cerveau et tout. Quel enfer. Quel enfer. Je fais des trucs durs et je suis là quand ça va pas. Donc, bah, j'ai confiance en moi. C'est magique. Le truc étant que il faut commencer petit et commencer petit, c'est humiliant. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on a un truc dans le cerveau qui est en mode non, je veux un gros challenge. Sauf que le gros challenge, tu vas le foirer. Et du coup, tu vas baisser ta confiance en soi. Alors, toi, je sais, je l'ai fait. J'étais en mode ouais, j'arrête YouTube. Totalement. Passer de 8 heures par jour à 0, pas de problème. Je suis trop fort. Évidemment, j'ai foiré au bout de 2 jours. Évidemment, ma confiance en moi a été ruinée. Évidemment, j'ai pas réessayé avant 3 mois. Alors que si j'avais dit, genre, allez, 1 heure de moins aujourd'hui, pendant une semaine, puis après 1 heure de moins, et ben j'aurais réussi. Ça aurait été plus rapide. Faut y aller progressivement. Voilà, globalement, faut y aller progressivement. Dans à peu près tout, mais surtout quand il s'agit de faire des trucs durs. C'est-à-dire que si d'un coup tu te dis, tiens, je vais soulever 120 kilos au développé couché alors que tu es à 50, ben tu vas mourir, mon ref. Si d'un coup tu te dis, je vais courir un ultra-marathon alors que j'ai jamais couru de ma vie, et ben tu vas te péter les genoux. Et tu vas peut-être courir ton ultra-marathon comme David Goggins, mais tu vas te péter les genoux. Ce qui est pas ouf. Et en même temps, je vois bien que tu progresses mieux si tu vas par gros à-coups, quoi. C'est-à-dire que ta zone de déconfort, ça se dit pas ta zone de déconfort, c'est totalement pas français. Ta zone d'inconfort possible, c'est-à-dire à quel point tu peux sortir de ta zone de confort et quand même survivre, genre à quel point c'est solide, quoi. Bah, ça, disons que si tu peux faire des grands bons, c'est quand même plus efficace. C'est-à-dire que si tu passes de 50 à 60 à 60, enfin si tu fais des pas de 10 en termes de kilos au développé couché chaque semaine, bah forcément, t'es plus rapide et t'es plus musclé à la fin que si tu fais des pas de 5. Et en même temps, est-ce que c'est pas une recherche inutile de l'efficacité? La question se pose. Parce que j'ai lu un livre, là, j'étais dans un café, un bar, un café, bref. Et il y avait un petit livre, genre vraiment petit, petit, qui s'appelait Contre le culte de la performance. Un truc comme ça. Et le culte de la performance, putain, je suis dedans. Voilà, j'ai lu le titre, j'étais en mode ah, ça parle de moi, ça. Donc j'ai lu le livre. En lecture rapide, en 2 heures, en prenant des notes. Et là, j'ai compris que j'avais pas compris le livre. Puisque j'étais en mode performance, en train de lire un truc qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Oui, l'ironie est belle. Je sais. Je sais, je suis très bon pour les belles ironies. Donc le livre, en gros, t'explique que actuellement, on est basé sur l'efficience et l'efficacité. L'efficacité, c'est la capacité à atteindre son but. L'efficience, c'est la capacité à le faire en dépensant le moins d'énergie possible. Ou le moins de temps possible, je sais plus ce que c'est. Mais bref, temps et énergie, c'est à peu près similaire. Et que nos systèmes vont devoir passer pour des raisons différentes, et qui est le changement climatique, et qui est la pollution, et qui est les problèmes sociaux, sur un système basé plus sur la robustesse. Et donc en fait là j'ai fait, tiens, 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 je reconnais, j'ai déjà lu ce livre, ça s'appelle Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Donc Antifragile c'est la même chose, même concept, mais différent, avec des mots différents et d'un point de vue plus libéral, quoi. C'est-à-dire que Nassim Taleb c'est quand même un chica libéral, qui est en mode, en gros, l'inverse de quelque chose de solide, c'est pas quelque chose de putain j'ai foiré, c'est terrible, c'est l'inverse de quelque chose de fragile, c'est pas quelque chose de solide, c'est quelque chose d'antifragile. C'est-à-dire que, inverse, il est fragile. Tu lâches de pas haut, il tombe, il se casse. Inverse, il est solide, tu lâches de pas haut, il tombe, il se casse pas. Par contre, tu lâches 10 000 fois de pas haut, il tombe, il se casse.
parce qu'il ne s'est pas renforcé avec le choc, il s'est fragilisé avec le choc. Alors qu'à l'inverse, tes muscles, par exemple, sont un système antifragile. Tu casses un peu ton muscle, il se renforce. Et à la fois d'après, il tient mieux. Donc ça, c'est un système antifragile. Et c'est ce que, dans Antidote au culte de la performance, ils appellent la robustesse. Et après, ils disent plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord, notamment que la nature n'évolue pas pour l'efficience et l'efficacité. Si, en fait. Mais pareil, l'auteur, putain, si l'auteur regarde ça, évidemment, je lance des invitations, évidemment. J'aimerais trop faire un podcast avec l'auteur. En fait, le problème, je crois, c'est que j'aimerais trop faire un podcast avec le monde entier. Sauf qu'il y a 8 milliards d'êtres humains. Moins moi, mais donc enfin, ça fait quand même 8 milliards moins un, c'est beaucoup. Je peux pas. Plus une certaine portion de ces humains parlent des langues que je ne parle pas. Et j'ai la flemme de faire un podcast avec un traducteur. Du coup, c'est la merde. Voilà, c'est tragique, je ne peux juste pas. Ça peut niquer tout. Genre là, la chaîne sur le micro, à tout moment, ça a tout niqué. Bref, c'est tragique. Je veux faire des podcasts avec tout le monde. Je ne peux pas. Physiquement, c'est pas possible. Ça marche pas. Et en fait, c'est là. Avant, je pensais que c'était une grande tragédie. Maintenant, ça va. Je suis à l'aise avec le fait que le temps passe et qu'on va mourir. Et qu'on n'a pas un temps infini. Ce qui veut dire que je peux pas lire tous les livres. Je peux pas regarder tous les films. Je peux pas parler avec tous les gens, en fait. J'allais sortir une dinguerie, on va pas la sortir. Je peux pas explorer toutes les philosophies. Je peux pas faire tous les sports en même temps. Je peux pas jouer de tous les instruments. Et je peux pas tout faire en même temps. Et ça, c'est tragique. En fait, maintenant, ça va. Avant, je pensais vraiment que si un jour je rencontrais le dieu du temps, je lui cassais la gueule. Genre proprement, quoi. C'est des coups de pied dans les côtes alors qu'il est à terre, pas de problème. Maintenant, ça va. Je suis assez à l'aise. Je sais pas pourquoi je suis plus à l'aise avec le fait que il y a 24 heures dans un jour et en fait, c'est ok. Ça me va, tu vois. J'ai admis que. En fait, non, je suis à l'aise depuis que je sais que faire des podcasts, c'est le seul truc que je veux faire. C'est-à-dire qu'avant, je voulais tout faire, à peu près à égalité. À part certains trucs à la con, genre, je voulais pas regarder toutes les séries du monde. Je voulais pas, quand je dis tous les films, je veux dire tous les bons films du monde. Quand je dis lire tous les livres, je veux dire lire tous les bons livres du monde. Et donc, je voulais faire beaucoup de choses parce que j'avais pas un truc qui était au-dessus des autres, tu vois. J'avais pas une obsession de fou. Et il se trouve que j'ai découvert le fait de faire des podcasts et que c'est devenu mon obsession. Donc, maintenant, ça va. Tant que j'ai le temps de faire des podcasts, tout le reste peut aller au diable. Peut-être pas au diable, c'est un peu violent, mais tout le reste peut aller se faire foutre. Et j'ai lu un livre chelou qui s'appelle La liberté totale de Marty, un truc comme ça, un nom indien que j'arrive pas à prononcer. Le mec t'explique gentiment que en fait le conflit, hmm, ça existe que parce que tu crois que ça existe et qu'en fait le conflit existe parce que tu as une idée de ce qui devrait être et que tu vois ce qui est et que c'est pas la même chose. Et donc lui il dit pas bah change ce qui est pour aller vers ce qui devrait être, enfin ce que tu penses qu'il devrait être. Il dit arrête de penser qu'il devrait y avoir que quelque chose devrait être d'une certaine façon. Ou plutôt arrête d'attendre pour penser que ces deux choses sont pas la même chose. C'est-à-dire que il y a une phrase qui m'a matrixé et après c'est si vrai et c'est si bien. C'est on ne change pas avec le temps. Si tu fais pas si t'es pas quelqu'un, si t'es pas qui t'es, enfin si t'es pas qui tu veux être, si tu fais pas ce que tu veux faire maintenant, genre là maintenant tout de suite, bah, tu le feras pas plus demain. Miraculeux. Et j'ai lu ça, j'étais en mode, non, quand même, il abuse. Et j'avais un problème parce que je regardais trop de films. Genre, je regardais, je sais pas, un film tous les 2 jours, ce qui est un peu beaucoup, ce qui perd beaucoup de temps sur les podcasts et tout. Et j'en avais marre. Et à chaque fois, j'essayais d'arrêter, tu vois. Et ça marchait, bah, un jour. Puis le lendemain, je reprenais. Et j'ai juste fait, ok. Parce qu'en fait, je me disais, un peu de progrès, c'est déjà ça, tu vois. Genre, j'ai regardé un film, oui, mais j'ai mis plus longtemps avant de céder au film, tu vois. Et là, j'ai juste fait, ok, c'est vrai que si je veux ne plus regarder de films, en fait, j'ai juste hâte de plus regarder de films. Et ça paraît con quand tu le dis. Mais en fait, la plupart des trucs cons, enfin, qui ont l'air cons quand tu le dis, c'est soit du génie, soit de la merde. C'est souvent de la merde, mais parfois c'est du génie. En l'occurrence, je crois que c'est dans la catégorie du génie. À savoir que juste, bah, j'ai arrêté, quoi. J'ai fait, bah oui. Et en fait, c'était l'illusion, parce que j'avais l'illusion que le progrès prenait du temps. Et évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles les progrès prennent du temps, enfin, c'est inévitable.
Mais par exemple, sur les comportements, ça c'est un pigeon qui vient de passer, je crois. Sur les comportements, sur les changements de comportement, si tu veux changer un de tes comportements, bah fais-le maintenant. Et attention, c'est pas valide avec tout. C'est-à-dire que si t'es addict à l'héroïne, ça va peut-être prendre un peu de temps. Et encore, je sais pas, faudrait tester. Faudrait pas tester. J'ai pas envie d'être addict à l'héroïne. Mais par exemple, si tu regardes trop YouTube, comme c'était mon cas, en fait, t'as juste à arrêter. Et t'as pas besoin, ça a pas besoin d'être un truc difficile. T'as juste à arrêter, faire quelque chose d'autre. Genre, c'est très simple, tu prends un truc que tu peux faire à la place de regarder YouTube, qui est mieux que regarder YouTube, et t'arrêtes. Voilà, c'est basique. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Et en fait, ça paraît tellement basique que. Parce que moi, quand j'essayais d'arrêter YouTube, parce que j'étais quand même à 8 heures par jour, je sais pas si on se rend compte de ce que c'est 8 heures par jour, c'est un temps plein. Et je prenais pas mes week-ends, hein, et je prenais pas mes RTT. C'est un putain de temps plein. Bref, 8 heures par jour. Quand j'essayais d'arrêter, bah, j'ai essayé plein de techniques ultra compliquées, j'ai appris plein de techniques ultra compliquées, j'ai lu des livres d'addictologues. Bref, c'était une dinguerie. Et à chaque fois, ça marchait pas. Puis un jour, j'ai juste fait, bah non, en fait, j'ai la flemme. C'est-à-dire qu'en fait, factuellement, j'aime pas. Et ça aussi, parce que, en gros, notre cerveau, il est un peu con. Plus c'est loin dans le futur, plus il minimise les effets. Genre, si je te dis que je te donne 100 euros là maintenant, t'es en mode yes, let's go, t'as une réponse positive dans ton cerveau, normalement, à moins que t'aimes pas l'argent, mais je sais pas. Si je te dis je te donne 100 euros dans 10 ans, d'un coup, c'est un peu moins sympa. C'est bien, mais c'est pas ouf. À l'inverse, si je te dis je te prends 100 euros là maintenant tout de suite, t'as une réponse de douleur, t'es en mode casse les couilles. Si je te dis je te prends 100 euros dans 10 ans, ça va. Donc, avec le temps, on minimise les effets. Et donc, en fait, ton cerveau est moins prompt à agir pour, pour quelque chose qui est loin dans le temps. C'est un peu abstrait, mais par exemple, si tu dois te rebeller contre le mec qui te prend les 100 euros, le mec qui te prend les 100 euros maintenant, c'est facile de te rebeller. Le mec qui te prend les 100 euros dans 10 ans, ton cerveau a moins envie d'un coup, tu vois. Si je te dis qu'il faut courir 100 mètres, 100 mètres c'est pas beaucoup, qu'il faut courir 3 kilomètres pour avoir les 100 euros maintenant, c'est facile. Si je te dis que c'est dans 10 ans, c'est moins facile d'un coup. La motivation est moins grande. Et bien c'est pareil avec les objectifs. Genre si t'as des grands rêves dans ta vie, mais qui sont lointains, et bah c'est dur d'être motivé. C'est juste, le cerveau fonctionne comme ça. Si tu vois loin dans le temps, bah t'es dans la merde. Et j'ai capté ça et j'ai fait, bah ouais. Et du coup, quand je dis que je vais arrêter YouTube pour avoir plus de temps pour travailler sur mes projets, pour éventuellement avoir le style de vie que j'aimerais avoir, c'est lointain. Alors que quand je dis, je vais arrêter YouTube, pourquoi? Parce qu'après avoir regardé 8 heures de YouTube, bah tu te sens comme une merde. Ce qui est factuel. C'est-à-dire que factuellement, tu te sens comme une merde après avoir regardé 8 heures de YouTube. C'est pareil après TikTok, hein. Genre si tu regardes des shorts pendant 1 heure, tu te sens comme une merde. Et bah en se disant ça, d'un coup, c'est plus facile d'arrêter. Parce que déjà, c'est ultra égoïste. Et l'égoïsme, ça marche bien, hein. On pourrait faire le cas. Est-ce qu'on va faire le cas philosophique que tout est égoïste? Voilà, j'annonce, je ne comprends pas comment on peut ne pas penser que tout est égoïste. C'est-à-dire que je n'ai pas vu pour l'instant dans ma vie un seul comportement qui ne s'expliquait pas. Il y a des comportements qui sont bénéfiques pour les autres. Il y a des comportements qui sont maléfiques pour les autres. On ne dit pas maléfiques, nuisibles pour les autres. Mais tous viennent d'une envie de satisfaire ses propres désirs. Au moins partiellement. Par exemple, quand tu donnes à un SDF, c'est bénéfique pour la société. On pourrait discuter si c'est bénéfique pour la société, mais on aurait tendance à dire c'est altruiste. Oui, mais tu le fais pour toi. Si t'avais pas, si tu te sentais pas bien après le faire, après le faire, c'est pas très français ça. Après l'avoir fait, bah tu le ferais pas. Donc il y a une part d'égoïsme dedans. Et c'est pareil pour tout. Enfin, tout est égoïste. J'arrive pas à comprendre. J'aimerais bien que quelqu'un me donne un exemple de comportement qui est purement altruiste. J'en ai pour l'instant pas vu. Non, j'allais dire, le meilleur que j'ai vu, c'est Jésus qui se fait crucifier, mais même lui, c'est pour, genre, sauver les péchés de l'humanité, donc il y a probablement une forme d'égoïsme, et je suis probablement en train de faire un blasphème là. On est à combien? 50 minutes et premier blasphème, alors que je suis chrétien, putain, c'est dommage. Non, plus sérieusement, si tu penses que tu vas absoudre l'humanité de ses péchés, évidemment que tu as une réponse positive dans ton cerveau. Évidemment que, égoïstement, le fait de te sacrifier pour les autres, pas renforce ton ego, mais
comment le mettre avec les bons mots pour que ça paraisse pas trop choquant. Ouais, il te donne une bonne conscience. Il te donne une putain de bonne conscience. Et en plus, en l'occurrence, c'est le Fils de Dieu. Donc peut-être qu'on peut exclure de la catégorie totale des humains. Faudrait que je parle avec un prêtre de ça. Effectivement. Bref, je suis en train de réfléchir à est-ce que je fais des shorts, parce que je sors quand même 2-3 dingueries, on est qu'à 50 minutes, donc après 12 heures, le nombre de dingueries va être trop haute pour être compté. Non, j'ai la flemme de faire des shorts. En fait, j'ai la flemme. Ah si, je vais peut-être le faire. Je sais pas, on verra. Bref. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu un seul comportement qui est purement altruiste. Et j'ai lu un livre de biologie qui s'appelle Le gène égoïste, qui t'explique qu'en gros, euh, ah, comment expliquer? Tu... Ok, tu penses que tu as des gènes. Ce qui est vrai, hein, enfin, je veux dire, factuellement, il y a des gènes dans ton corps, hein. Ce qui fait que j'ai les cheveux bruns, c'est mes gènes. Ce qui fait que j'ai les yeux bruns, c'est mes gènes. Ma taille, en partie mes gènes. Ma répartition de masse graisseuse, c'est mes gènes et tout. Ok. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est tes gènes qui t'ont toi. C'est-à-dire tes gènes, ils vont survivre si tu fais des enfants. Tes gènes, ils vont se répliquer. Toi, tu vas mourir. Mais en fait, du coup, tu es juste un véhicule pour tes gènes. Et donc, ton but, c'est juste d'aider à la réplication de tes gènes. Et le mec t'explique que du coup, tout ce que tu fais, biologiquement, parce qu'évidemment, on a rajouté un niveau de culture au-dessus de la biologie, c'est-à-dire que peut-être que ça changerait rien. D'ailleurs, peut-être que la culture changerait. Mais bref, tout ce que tu fais, c'est pour, finalement, reproduire tes gènes. Et pas te reproduire toi. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que on voyait l'évolution naturelle sous le coup de l'évolution de l'espèce, la survie de l'espèce. On disait l'espèce veut survivre. Puis après, on a dit oui, mais les mecs, il y a des dans certaines espèces, il y a des membres qui s'entretuent. Et il y a des membres qui s'entretuent et qui font des putains de génocides, hein. Il y a des espèces, les dominants, on va dire, enfin ceux qui ont les meilleures caractéristiques physiques, butent 90% de la population. Et donc on est en mode, donc c'est pas l'espèce. C'est pas, faut pas voir au niveau de l'espèce. Après on a dit, ok, c'est la survie de l'individu. Et après on a dit, oui, mais il y a des individus qui se sacrifient. Ça se voit chez les humains d'ailleurs. Pendant les guerres, il y a des mecs qui se sacrifient. Et donc là on a fait, ouais. Ouais, totalement. Et donc là on est arrivé, on a dit, c'est la survie du gène. Et là c'est plus intéressant parce que ton gène, enfin tes gènes sont aussi présents chez tous les membres de ta famille. Donc là, tu commences à pouvoir expliquer le sacrifice. Tu commences à pouvoir expliquer que, en fait, le mec, il se sacrifie, oui, mais pour sauver, à la guerre, oui, mais pour sauver ses gènes chez quelqu'un d'autre. Chez ses frères, chez ses enfants, s'il a des enfants, chez ses parents. Donc en fait, la survie du gène, pour l'instant, ça tient plutôt bien. Il n'y a pas de trop de contre-exemple à la survie du gène. Et c'était de ce point de vue-là, bah, en fait, tous les comportements sont égoïstes. Mais ils sont pas égoïstes pour toi, ils sont égoïstes pour la survie de tes gènes. Ils sont égoïstes du point de vue de tes gènes. Et il y a des dingueries, hein. Il y a des dingueries au niveau génétique dont on ne se rend pas compte. Par exemple, l'épigénétique. Ok, pareil, il y a eu ce grand changement dans les 50 dernières années, on va dire. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que l'évolution naturelle se faisait très lentement. Genre, tu l'as probablement entendu à l'école, moi aussi je l'ai entendu à l'école, sur des centaines de milliers d'années. C'est pas vrai. Les changements génétiques, ça se fait. Déjà, il y en a certains. En gros, tu as plusieurs gènes dans ton corps. No shit Sherlock. Là, je dis vraiment des évidences. Mais en fait, tu as une grande partie de ton génome qui est inexprimée. C'est-à-dire que tu as une grande partie de ton génome qui exprime. Enfin, un gène est associé à plusieurs caractères. Par exemple, tu as un gène qui définit comment tu produis telle molécule qui sert à je sais pas quoi. Tu as un gène qui définit ton taux de mélanine. C'est ce qui définit ta couleur de peau. Mélatonine, mélanine, mélanine. Tu as un gène qui définit ta pigmentation dans tes yeux. C'est ce qui définit la couleur de tes yeux. Bref. Donc un gène égale un caractère. Tu as des gènes qui sont jamais exprimés. C'est-à-dire qu'ils sont associés à un caractère, mais en fait, ils ne sont pas activés, entre guillemets, et donc le caractère n'est pas présent. Tu as le gène, mais tu n'as pas le caractère. Et en fait, ces gènes, c'est la majorité de ton génome. Ces gènes, c'est la majorité de ton génome, et ça fait peur. C'est-à-dire que tu as une majorité de ton génome qui est là et qui sert à rien. En fait, il sert au chaos, parce qu'en fait, ces gènes s'activent plus ou moins selon l'environnement. Donc on s'est rendu compte, la première fois qu'on s'est rendu compte de ça, c'est après la grande famine. Je sais pas pourquoi je dis la grande famine, c'est juste une famine, mais c'est pas grave. Je sais pas la différence d'ailleurs qu'on fait entre les grandes famines et les famines. Mais bref, en Hollande, en gros, basiquement, les Hollandais ont été des putains de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais genre vraiment, des mecs chapeau. C'est propre.
Par exemple, quand on leur a demandé de... Quand les nazis ont... Donc la Hollande s'est fait envahir assez vite par les nazis. Quand les nazis ont demandé, les juifs, vous mettez l'étoile jaune, d'un coup, tous les Hollandais ont mis l'étoile jaune. Et ça, c'est juste un move de boss. Les mecs sont trop forts. Et donc, bref, et ils ont fait chier les Allemands, bref. Un pays de résistants. Pas entièrement, mais quasiment entièrement un pays de résistants. Donc les Allemands ont juste arrêté d'approvisionner la Hollande. Et volé tous les stocks de blé. Donc, famine. Et là, on se rend compte de quoi après la guerre? C'est que les enfants nés après la guerre et qui étaient dans le ventre de leur mère, je crois que c'est entre leurs 1 et 3 mois, ou entre les 3 et 6 mois, bref, pendant la famine. Donc les enfants qui ont vécu la famine, mais dans l'utérus, on va dire, sont en moyenne beaucoup plus obèses et beaucoup plus en surpoids. Ce qui à l'époque est rare, hein. À l'époque, le surpoids, c'est rare. Et on se rend compte que, en fait, ils ont une capacité à stocker le gras, et la capacité à stocker le gras est génétique. Elle peut être environnementale, mais elle est majoritairement génétique, beaucoup plus forte. Et là, on est en mode, les mecs, est-ce qu'on vient de voir une évolution naturelle sur une génération? Et oui, c'est ce qu'on venait de voir. C'est comme ça qu'on a découvert l'épigénétique. C'est-à-dire l'expression des gènes ou non en fonction de l'environnement dans lequel naît ou est conçu l'enfant. Donc là, on s'est dit, ok, certains. Mais en fait, c'est pas que tes gènes changent. C'est que certains gènes s'expriment ou non. Mais les gènes qui s'expriment sont plus. En gros, la probabilité qu'ils se transmettent est plus forte. Donc tu pourrais dire que ça change quand même la génétique de la population au global. Et j'ai une putain de crampe au bras parce que j'ai pas assez de potassium dans mon corps. Là n'est pas le sujet. Et après, on a découvert d'autres trucs. On a découvert qu'il y avait des évolutions génétiques sur quelques milliers d'années. Par exemple, j'essaye de prendre l'exemple le plus simple, la, la couleur blanche, genre le fait d'être blanc de peau, alors, est en fait une évolution plutôt récente. C'est-à-dire que avant, et quand je dis avant, je veux dire il y a 6000 ans. Il y a juste 6000 ans, il n'y a pas longtemps 6000 ans. Donc comment on fait pour faire ces études? En fait, tu prends des squelettes de tard l'époque et de plusieurs époques, tu essayes d'en prendre assez par période, et tu les compares avec les... Tu compares leur génome avec le génome de maintenant, et tu fais ah, ok, c'est donc ça. Et donc, la couleur blanche est en fait assez récente. C'est-à-dire que le gène qui encode ton taux de mélanine, genre la couleur de peau est quasiment exclusivement génétique. La couleur de peau sans le soleil. C'est-à-dire que si je te mets, je sais pas, 30 jours, faut peut-être plus que 30 jours, mais bref, si je te mets dans l'absence de soleil pendant une certaine période, t'as ta couleur de peau naturelle, sans aucun bronzage. Et ça c'est genre quasiment 100% génétique. Et ben on s'est rendu compte que, en fait, les blancs, quand on dit les blancs, on veut dire les blancs européens. En Europe, la couleur blanche, le fait d'être blanc de peau comme moi je suis, c'était ultra rare, mais genre ultra minoritaire à l'époque, et qu'en fait les gens étaient plus foncés. Genre littéralement plutôt ce qu'aujourd'hui on appellerait métissé, quoi. Et c'est sur 6000 ans. C'est une évolution génétique qui a eu lieu sur 6000 ans. C'est pas beaucoup 6000 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est des pressions environnementales, par exemple la révolution agricole, genre le fait que on s'est mis d'un coup, on est passé d'un mode de chasseur-cueilleur à un mode de, je sais pas comment on dit, mais enfin d'agriculteur, ça a changé un milliard de choses. Par exemple, on s'est mis à avoir un plus gros cerveau. Voilà. Et on sait, parce qu'en fait, il y a plus d'énergie disponible. C'est ça le truc. C'est que, vu que on peut stocker la nourriture, vu qu'on a de la nourriture toute l'année, on se retrouve pas dans des périodes, parce qu'à l'époque, on était des chasseurs-cueilleurs, il y a des périodes de putain de 30 jours où on mange pas. Parce que si tu chasses pas, si tu trouves pas d'animal, si tu trouves pas de baie, et tu manges pas. C'est basique. Et donc, on se retrouvait, genre, le déficit calorique, c'était la norme, quoi. Et là, d'un coup, on a des calories en abondance, ce qui fait que, on a moins besoin de stocker de gras. Et on voit que l'occurrence du gène qui te permet, enfin, la capacité à stocker du gras, génétiquement en tout cas, baisse beaucoup. Parce que t'as pas besoin de stocker du gras sur toi. Et en fait, ça se voit parce que on peut appeler ça genre une externalisation du stockage. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker du gras sur toi pour les tendures, tu le stockes dans un grenier. Puisque tu as un grenier. Puisque tu n'es pas nomade. On voit une hausse du QI. Alors, attention, quand je dis une hausse du QI, le QI est très majoritairement, pas très majoritairement, et partiellement génétique, et donc on voit une hausse de la partie génétique du QI.